Alors c'est vrai qu'on a beaucoup glosé, commenté, ergoté sur les taux négatifs. Réalité en France sur la dette française. Et pas qu'en France. Et pas qu'en France. Il m'a coupé. Ah, Et je fais mon lancement tranquille. Pardon, et il me pardon. fait le coup là, chaque semaine. Hein. Je suis tranquillement mon petit lancement. Je fais chier d'écrire et tout. Et lui, il parle dessus. Donc je disais. Non, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, les taux négatifs. Depuis le mois de juillet. Et on a quoi depuis quelques heures, quelques jours, non, c'était hier. Enfin, on va en parler. Mais Ça a commencé hier. On a donc ce passage en territoire positif de la dette française à 10 ans, l'OAT à 10 ans. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Je le Boursorama. fais plus. On fait les choses correctement. Et c'est quoi ce BINS? Qu'est-ce qui se passe sur l'OAT pour que... Est-ce qu'on a de nouveau, on est revenu dans une forme de normalité? Alors déjà, effectivement, on flirte avec les 0%, c'est-à-dire qu'on a eu un petit pic où l'OAT à 10 ans, l'emprunt d'État à 10 ans français est repassé légèrement en territoire positif. Là, il voisine un petit peu la barre. Mais c'est vrai qu'il y a un phénomène de remontée des taux longs. Alors, pas forcément pour revenir tous en territoire positif. Mais on voit bien qu'effectivement, depuis la mi-juillet, et notamment depuis le point bas qui s'est situé à peu près autour du 15 août, il y a eu une petite remontée, puis une petite rechute On était quasiment fin à août. 50 points de base en négatif sur le 10 ans français. Voilà, et puis depuis cette fin août, depuis septembre, depuis octobre, et maintenant depuis ce début du mois de novembre, les taux repartent à la hausse. Alors certes, il y a la France, que vous venez de le dire, où on flirte avec le négatif. Mais de manière générale, les taux à 10 ans remontent. C'est le cas également pour l'Allemagne. On était, quand on regarde sur l'Allemagne, que je vous retrouve le chiffre, on était à 0,71, on est maintenant à 0,34. Sur l'Espagne, on était en taux négatif à moins 0,03. On est repassé en positif assez nettement 0,33. Aux États-Unis, on n'a pas cette problématique de taux négatif. On est reparti de 1,53 au plus bas du 15 août à 1,85%. Il faut quand même C'est entre 30 et 40 points de base partout quand même en quelques semaines. Voilà, exactement. On a repris ça. Et il faut quand même vous dire que, David, début octobre, la Grèce, sur une émission, c'était à 3 mois, avait eu un taux négatif de moins 0,02. Donc, on se rappelle, au pire de la crise... C'était du 50%, du 80%, je ne sais plus, ils avaient payé à un moment donné. Un truc absolument délirant. Enfin, bref, entre-temps, en tout cas, ce qui ça remonte. Voilà, ça remonte. Et entre-temps, il faut dire que le discours a un peu changé. Bah oui, c'est-à-dire qu'on se quittait pour les vacances, voilà, mi-juillet, on attendait cette première baisse des taux de la Fed fin août, et puis patatras, ce qui a suivi, c'est la déclaration de guerre de Donald Trump. On s'est retrouvé avec un été très compliqué, avec un discours très offensif sur la guerre commerciale, avec des inquiétudes renouvelées sur le Brexit, avec des données économiques mitigées de part et d'autre de l'Atlantique, avec une économie américaine dont on avait l'impression qu'elle était en train de faiblir. Un cocktail assez détonnant qui avait mis une grosse pression sur les investisseurs. Du coup, le rush to quality, on s'était rué sur les obligations d'État, entraînant cette baisse des taux. Voilà, avec ce point bas, encore une fois, atteint quasiment 45 points de base en négatif sur le 10 ans français. Donc, sauf que depuis, voilà, Laurent, l'équation a un petit peu changé, notamment sur la guerre commerciale. Sur la guerre commerciale, sur l'équation géopolitique en général, c'est vrai qu'on a levé un paquet d'incertitudes. Là, on est en train de parler, souvenez-vous, encore une fois, on revient ce coup de tonnerre au cœur de l'été, de dire finalement on va mettre 10% de plus sur 300 milliards de produits chinois. On taxera tout. Voilà, et puis on s'était quand même retrouvé un peu inquiet. Et puis là, on est quand même dans cette négociation de phase 1. Alors c'est toujours un peu compliqué de savoir où on est sur cet accord commercial, mais en tout cas, on sent bien que l'actualité est quand même beaucoup plus positive. On est sur cet accord de phase 1 qui permettrait, selon, il le dit, le secrétaire... Le secrétaire américain au commerce, Wilbur Ross, dessine positif pour la conclusion d'un accord bien plus large entre Washington et Pékin. Ça fait quand même, certes, alors quand il y a Donald Trump dans une équation, elle est toujours compliquée à résoudre, mais à court terme, on peut se dire quand même, on va quand même sur le bon chemin. Ça, c'est pour le côté guerre commerciale. Pour le côté Brexit, on était tous suspendus et les marchés avec nous au 1er novembre en se disant, mon Dieu, et pourquoi pas ce fameux no deal Brexit dont on parlait, qu'on ne pensait pas pouvoir arriver. Et voilà, il était matérialisé. Finalement, on est repoussé jusqu'au 31 janvier 2020. On a encore le temps de se faire des cheveux blancs, mais en tout cas, à court terme, c'est levé. On se souvient aussi, David, parce qu'on n'en parle plus non plus du tout, mais... L'Italie on pourrait parler de l'Italie, on pourrait parler aussi du
conflits, enfin en tout cas des petites bagarres qui se passaient quand même dans le oui. d'Ormuz, le détroit d'Ormuz, le pétrole, le marché pétrolier, avec Ouais. cette inquiétude en se disant oh là là, il y a une tension au Moyen-Orient, ça on n'en parle plus non plus. Ça fait quand même beaucoup d'équations qui sur le terrain géopolitique sont levées, donc qui ramènent de la sérénité sur les marchés. Ouais, d'autant que sur le front économique, certains se disent que peut-être qu'on a connu les pires aussi. Alors, c'est aussi l'autre grande nouvelle, c'est-à-dire qu'on était là à broyer du noir, on était quand même dans des optiques de récession terribles, voilà. Finalement, on se rend compte que les derniers chiffres, alors on ne va pas revenir encore une fois sur le secteur manufacturier où il y a effectivement un décrochage, notamment aux États-Unis. Enfin, il y avait quand même une statistique récente qui montrait que c'était 11% aujourd'hui du PIB américain, l'industrie. Donc voilà, relativisons. Mais tout ça pour dire que si on se place côté américain, l'ISM Service, qui est ressorti meilleur qu'attendu en octobre aux États-Unis, 54,7. C'est avant-hier, ça. Voilà, c'était 52,6 en septembre. On attendait moins, on attendait 53,5, donc bonne surprise. Voilà, donc on est quand même dans un contexte où on a plutôt des bonnes surprises. Sur les créations d'emplois aussi d'ailleurs. Création d'emplois, aux États-Unis. 128 000 Révisé à la hausse. en octobre. On attendait à 89 000. Là aussi, en se disant, il y avait eu un bon mois de septembre à 186 000 créations d'emplois. On se disait, oh là là, il va y avoir une grosse chute. Finalement, elle ressort meilleure qu'attendu. Le taux de chômage remonte un petit peu, mais reste quand même très bas, 3,5. On repasse à 3,6%. Ça, c'est pas mal. D'un point de vue de la politique monétaire aux États-Unis, bon, ça y est, la Fed a fait ses baisses de taux. Maintenant, elle dit qu'elle va faire une pause. Donc là aussi, on y voit plus clair. On a des données économiques rassurantes. On a des indicateurs avancés qui sont plutôt rassurants. Enfin, moins angoissants. Moins angoissants. En tout cas, des bonnes surprises. Oui, alors qu'on était plutôt... C'est ça. On était plutôt à se dire, voilà, et si on prend le cas de l'Europe, c'est à peu près pareil. Alors certes, les esprits chagrins vont dire, attendez, c'est quand même pas formidable en Europe. On est quand même dans une situation de quasi-stagnation. Mais là aussi, on se repose sur les indicateurs avancés, les PMI, le PMI composite, qui en octobre, ressort à 50,6. On attendait moins, on attendait 50,2. Il progresse par rapport à septembre. Donc là aussi, plutôt une bonne surprise, même si, ok, c'est pas folichon. Le service, le PMI service qui s'est ici bien comporté, et les commandes à l'industrie allemande, où l'activité reste compliquée, mais plus 1,3 en septembre, on attendait plus 0,1 et un mois d'août où la baisse a été finalement moins forte qu'attendue. Voilà. Donc quand on met tout ça bout à bout, les données économiques, le sentiment, le climat des affaires, les hypothèques géopolitiques qui sont levées au fur et à mesure par phase, on se dit que c'est peut-être un retour à la normale et que si ça devait continuer, personne ne sait, ça ne ferait pas les affaires de tout le monde. Alors oui, et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on voit quand même que le mouvement de la remontée des taux s'explique aussi par le retour du goût du risque pour les investisseurs, puisqu'on voit bien que les indices boursiers sont aujourd'hui au plus haut. On ne va pas redonner l'exemple du CAC qui est au plus haut depuis 10 ans, mais c'est vrai aussi pour les marchés américains, pour l'indice Eurostoxx. Donc il y a eu un retour du goût au risque pour les investisseurs, ce qui explique cette remontée des taux. Et effectivement, le corollaire de ça, il y a deux effets principaux. Le premier pour les États, notamment l'État français, pour qui ces taux négatifs faisaient les affaires. Il faut emprunter 205 milliards d'euros en 2020 pour l'État français. Mais ils ont prévu quoi? Ils ont prévu 0,2, je crois. Exactement. On ne s'inquiète pas tout de suite. Ils ont prévu 0,2 jusqu'à la fin de cette année. Le taux d'intérêt. Ils prévoyaient un taux à 0,2. Un taux moyen de 0,2% sur les 205 milliards qui seront levés. Non. 0,2, ça c'est pour la fin de 2019. Ah d'accord, ok. Donc on est encore en dessous largement. Donc, et pour 2020, fin 2020, ils sont à 0,7. Donc on se laisse, voilà, pour le moment, ce n'est pas extrêmement préoccupant par rapport aux scénarios qui ont été faits. Un effet peut-être, voilà, aussi pour le coup, pour les gens qui nous regardent, pour l'investisseur individuel, pour celui qui voudrait emprunter. Je vais être prudent parce que certains réfutent cette corrélation, mais on sait quand même que le taux des crédits immobiliers réagissent quand même relativement en phase avec l'OAT à 10 ans. Ça pourrait nous dire aussi ça qu'à terme, si les taux poursuivent leur remontée, ça pourrait avoir des taux de crédit immobilier qui remontent, alors qui remontent pas de façon stratosphérique, puisqu'on a toujours des banques centrales qui sont très accommodantes, donc on ne va pas avoir les taux de crédit. Par contre, ça pourrait avoir un effet indirect, c'est que sans que les taux remontent trop fort, parce qu'il y a une concurrence entre les banques très forte, les banques pourraient être plus sélectives. On voit déjà qu'au niveau de certains dossiers d'emprunt, elles vont plutôt favoriser les épargnants qui ont un bon profil, qui ont de l'apport, etc. Donc ça pourrait être l'effet très très indirect jusqu'au bout de la chaîne de cette remontée des taux. Alors, on voulait vous en parler. Encore une fois, on a tellement parlé des taux négatifs qui sont compliqués pour les épargnants et une bonne nouvelle pour ceux qui, pour le coup, qui veulent s'endetter. Mais là, on a peut-être une inversion, en tout cas, une remontée en territoire positif légèrement de la dette française à 10 ans. Et donc, ça devait se commenter et s'expliquer. Voilà. Et donc, effectivement, vous l'avez dit aussi, effet positif ça pour les épargnants qui, eux, vont être un petit peu contents de cette remontée des taux. Allez, merci beaucoup, Laurent. Merci, David. Bye.